Moi, je trouve absolument cynique cette idée d'aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens chercher partout et inviter des autochtones pour nous demander comment est-ce qu'on sauve la planète. Parce que, en fait, et je n'aime pas non plus ce mot amérindien. D'abord parce que l'Inde c'est dans un autre continent et puis l'Amérique, enfin, ouais, voilà. On peut utiliser d'autres mots, exactement. Donc si aujourd'hui dans les territoires autochtones on a quand même la présence de 80% de la biodiversité à la planète, ce n'est pas à tort. C'est à cause de notre culture, de notre relation avec le monde, de la façon dont on se considère partie de la nature et non pas que la nature nous appartienne. Il est question d'une série de valeurs, on peut utiliser un gros mot, épistémologie, qui est différente, cette relation avec l'univers. Et si on continue à exister en tant qu'autochtone, c'est justement parce qu'on a une pensée, une identité, une relation avec le monde qui subsiste, qui continue. On n'a pas du tout été colonisé, donc le colonialisme, tant pis pour vous, il n'est pas totalement réalisé. On continue à résister, notre existence et notre résistance. Et ce qu'on a à partager, c'est justement peut-être la possibilité d'autres valeurs. Moi, je trouve très intéressant quand les gens ont commencé à discuter, enfin à réfléchir à la colonisation, puisqu'on est tous enfants de la colonisation, c'est quelque chose, enfin on ne va pas ici questionner l'histoire, on ne va pas revenir en arrière, c'est impossible. Mais quand on parle de pensée décoloniale, on dénonce beaucoup de violence, mais on fait très peu de propositions. Donc moi personnellement je suis plutôt partante du contre-colonialisme, et quand je dis contre-colonialisme, c'est partager d'autres valeurs qui sont présentes dans nos sociétés. Et ce ne veut pas dire que ce partage, il passe par l'imposition d'autres idées, mais plutôt par le partage de relations de vie, de vivre, de vivance. Sinon on va dire, ah, maintenant il y a les autochtones qui veulent coloniser l'Europe, non, ça... Il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous intéresse par là. C'est un territoire plutôt infertile. Ce qui est fertile, par contre, c'est la curiosité des gens et le désir de vouloir faire quelque chose de différent. Et ce que je peux dire par rapport à la forêt, par exemple, et dont j'en parlais en Angleterre avec nos alliés de Extinction Rebellion, qui font beaucoup de bruit un peu partout, c'est que c'est très... oui, c'est nécessaire et c'est important d'élever des posters et dénoncer les violences. Mais par contre, une forêt, ça ne se plante pas et ça ne se tient pas debout avec plein de posters écrits, il n'y a pas d'une planète B. C'est important de s'aimer, c'est important de planter une forêt. Et pour planter une forêt, il faut avoir un compromis de vie. Une forêt, elle se plante au moins minimum pour commencer à naître dans une vingtaine d'années. Donc c'est pas un mouvement de week-end, c'est pas quelque chose dont il suffit de faire un joli film ou un reportage ou une belle photo et dire qu'on donne du support à la lutte des peuples autochtones. Il faut vraiment mettre les mains et les pieds sur terre et planter et se dédier à s'aimer et à maintenir la vie sur cette planète puisqu'on est interdépendants. Ben, finalement, vous êtes d'accord avec moi. Je ne connais pas le mot, mais vous êtes exactement d'accord avec moi. Précédemment. Je suis d'Ayala Tucano, mon peuple habite à la frontière entre le Brésil, la Colombie et le Venezuela. C'est un territoire qui est tout au centre de l'Amazonie et qui fait face à toute une situation de contexte de violence qui ne s'arrête pas depuis 1630, quand les premiers Portugais ont monté le fleuve Amazon extrêmement vite. Et cette colonisation, elle est venue d'une façon hyper dure, hyper forte. Bien sûr, il a toujours été question d'exploiter cette vision de Eldorado qui ne s'arrête jamais, même sur les montagnes d'or. Et aussi la position d'une culture qui continue jusqu'aujourd'hui à nier notre identité, à nier nos savoirs, à démoniser nos pratiques culturelles et enfin... Et donc le mouvement autochtone au Brésil, on le considère qu'il a toujours existé,
On a la génération de mes parents, par exemple, fait partie de cette génération que pendant les années 60, 70 et 80 ont réussi à construire sur le plan constitutionnel des droits firmés et reconnus comme clausula petria, c'est-à-dire des droits originels qui vont avant tous les autres droits et qui sont inviolables, qui devraient être inviolables. Cependant, l'État brésilien, enfin, non pas seulement la République fédérative du Brésil, mais aussi comme l'a été l'Empire et la couronne portugaise auparavant, qui avaient aussi des politiques par rapport aux peuples autochtones, n'ont jamais respecté aucun accord, aucun traité, ni même la propre constitution. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on fait face à une situation d'une violence qui s'agrandit à chaque jour. On est un pays qui est énorme, il n'est pas seulement question de l'Amazonie. Bien sûr, je viens d'un peuple qui vit en Amazonie, mais la question autochtone ne se limite pas seulement en Amazonie. Le Brésil est un pays qui est énorme, qui est presque continental, et la population autochtone, elle est partout. Et 40% de la population autochtone est en dehors d'Amazonie, et aujourd'hui elle est en dehors d'Amazonie parce que c'est une population qui a perdu leur forêt, qui a eu son territoire volé, envahi, et qui continue à avoir toute sa population violentée jour à jour par les mêmes protagonistes de ces violences, qui sont l'agro-industrie, qui sont l'exploitation minérale, minière, et encore plus fortement en ce moment de ce gouvernement, un gouvernement qui est déclarément d'extrême droite et qui vient avec un discours pseudo-positiviste, intégrationnel, c'est-à-dire un discours d'assimilation par rapport aux cultures des peuples racines. On a par exemple en ce moment une ministre, la ministre des droits humains au Brésil, qui est absolument anti-droits humains et qui utilise un discours très religieux, puisqu'elle est aussi représentante d'une église néo-pentecostale, enfin, elle est évangélique, et qui continue à faire aujourd'hui, en plein siècle XXI, un discours qui démonise des pratiques traditionnelles, qui allègue des violences qui n'existent pas, comme par exemple l'infanticide, et qui dit que pour le bien de la famille traditionnelle et chrétienne, il faut qu'on s'intègre à cette société. Donc le discours, il n'a pas changé depuis 519 ans. Hein, et la violence ne fait que croître, et l'invisibilisation, la négation de nos identités, de nos territoires, paraît quelque chose de perpétuel. C'est pour ça que le mouvement a toujours existé, et c'est pour ça que devant l'évidence que la démocratie, en fait, pour nous, elle n'a jamais été là. On ne peut pas dire que le Brésil enfin, je ne sais pas où est-ce qu'elle existe, cette supposée démocratie. La démocratie, elle existe seulement pour ceux qui ont le pouvoir économique. Elle n'a jamais existé pour les peuples autochtones. Donc, on n'a pas de raison pour faire confiance à l'État ou à n'importe quelle institution que ce soit, qu'elle soit nationale ou internationale, pour réussir à avoir le respect et la garantie des droits qu'on demande en tant qu'êtres humains. Parce que nous sommes des êtres humains. Et notre humanité, elle est constamment violée de toutes les façons possibles. C'est pour ça que notre mouvement aujourd'hui, il est un mouvement qui réclame que les droits qui ont été défendus à la Constitution soient respectés, mais dans le cas où ces droits ne sont pas respectés, on les implémente nous-mêmes. Donc pour ça, personnellement, j'ai l'habitude de dire, c'est très beau la pensée décoloniale, mais décoloniser, c'est plutôt aux colonisateurs. Nous, on contre-colonise, on réaffirme notre identité, on reconnaît notre territoire, on se firme sur nos territoires, tous nos territoires, malgré toutes les violences qui sont là. Et par exemple, le plus grand exemple, c'est justement celui des peuples qui sont en dehors de l'Amazonie.
c'est des peuples qui, dans un certain moment de leur histoire, ont eu leur territoire volé par l'État, vendu arbitrairement par l'État brésilien, des grands propriétaires terriens, c'est le cas des peuples Guarani par exemple, hein, et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation de reprendre leur territoire. Donc vous aurez, si vous allez sur internet, vous allez chercher, vous allez trouver pas mal de journaux qui vont dire ah il y a les Indiens qui envahissent, qui sont en train d'envahir des propriétés privées des pauvres agriculteurs, hein, qui sont bien sûr oui c'est des propriétés privées qui ont été acquises par des familles ou alors données par l'État ou vendues à troc de rien, à prix de bananes. Sans considérer que ces territoires ils étaient habités par des populations originales et qui ont perpétué la situation de ces peuples racines dans des situations de travail esclave, des situations de violence sexuelle, de situations de violence psychologique, de la négation de nos identités. Donc on reprend, on dit en portugais retomada. On reprend nos territoires, on réaffirme notre identité. Et si les institutions, si les lois des allochtones, des Blancs, n'ont jamais été, como é que fala, verdadeira, n'ont jamais été véritables. Qu'est-ce qui légitime les choses? Moi, je ne sais pas. Mais elles n'ont jamais été respectées, c'est des lois pour rien, c'est écrit sur le papier, mais personne ne respecte leur papier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, pour continuer à être vivant. Si quelquefois c'est nécessaire de défendre notre territoire avec notre corps, on le fait. Donc très bientôt, ce mois prochain, le mois prochain, il y a une délégation de l'articulation des peuples autochtones du Brésil, APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, qui est constituée des principaux représentants des organisations autochtones régionales. On a 5 régions au Brésil. On va avoir une délégation de 15 personnes qui viennent en Europe, dans plusieurs villes, y compris Paris, pour parler d'une campagne de désinvestissement des grandes entreprises, enfin des grands lobbies internationaux, notamment du soja, de la canne à sucre, du bœuf et de l'exploitation minière, et pointer le doigt, montrer, retirer le masque des banques qui sont en train d'investir sur le génocide, puisque c'est l'industrie de la mort. Alerter la population européenne par rapport à votre responsabilité, par rapport à toutes les violations des droits humains qui encore subsistent, continuent sur nos territoires, parce qu'il est question d'une responsabilité. Si l'Europe continue à être le principal investisseur de ceux qui protagonisent toutes sortes de violences, et si vous êtes encore cet espace qui se dit l'origine de cette supposée démocratie, il faudrait bien qu'on travaille ensemble pour la défendre. Défendre la démocratie chez nous, c'est défendre la démocratie au monde. À croire à l'existence des droits humains, c'est faire que ces droits soient respectés partout dans le monde, et non pas seulement chez soi. C'est partout. Donc, si aujourd'hui l'agro-industrie, la minération est en train de tuer des populations entières, de finir avec des civilisations, de polluer les eaux de cette planète, et tout le monde est en train est soumis aux conséquences de ces violences, on est dans le même bateau, et il faut bien qu'on travaille ensemble. C'est ça le message que je voulais vous transmettre. Je suis désolée pour cette situation, mais enfin, quand on parle, il faut bien qu'on ait une ligne de pensée. Et j'espère qu'on puisse construire à partir de ce moment un dialogue véritable. Merci à tous. Je voudrais savoir quelles sont, d'après l'Assemblée, les actions déjà en cours, des associations, tout ce qui est en cours auquel on peut se rattacher, nous, pour faire cause commune. Quelles sont les plus importantes à vos yeux, les plus efficaces? Donc, quand je suis venue en Europe pour essayer de comprendre, enfin,
un peu les mouvements sociaux qui se passent ici par rapport à la défense des droits humains et aussi par rapport à la justice climatique. J'ai demandé au groupe de la Grève pour le climat en Portugal quelle était leur stratégie. Je me demandais, c'est quoi votre stratégie? Et ils m'ont dit, c'est la désobéissance civile. Hein? Et ma réaction immédiate, c'était c'est mignon la désobéissance civile, parce que quand même, quand on est né autochtone, on est déjà né considéré comme une espèce de terroriste. Donc pour nous, désobéir, c'est exister tout simplement. Et on a eu une situation très, très semblable. Hein. Cette personne s'est sentie dans un premier moment personnellement attaquée. J'ai dit non, mais calmez-vous. Et après, quand j'ai expliqué le panorama de violence qui se passe au Brésil, à la fin, elle a dit c'est vrai. Il y a une population qui est dans certaines parties, il y a des groupes sociaux dans le monde qui se trouvent dans une situation de privilège par rapport aux autres. Et le privilège, forcément, il est une grande responsabilité. Le privilège, si on va parler de dynamique de pouvoir, c'est une responsabilité. Et comment est-ce que nous, on partage une responsabilité quand on a des populations entières et qu'on sait que la forêt dépend de l'existence de nos populations, de l'existence de nos cultures, on se sent co-responsable avec cette forêt. Donc, on est en train de faire notre partie du boulot, quoi. Le pays que tue le plus de défenseurs de droits humains et de défenseurs de droits de la nature au monde, c'est le Brésil. Moi je suis là, je suis ici, je ne sais pas ce qui va se passer avec ce gouvernement, mais on est disponible pour dédier notre vie, notre corps, notre sang, notre pensée, pour protéger la vie sur cette planète. Et donc, par rapport à ce privilège de ces gens-là, vous savez, au Brésil, c'est pas comme la France, on ne peut pas boire l'eau du robinet. Mais partout autour du monde, c'est très bizarre pour moi de savoir que je peux boire l'eau du robinet. Je suis allée en Suisse, à Genève. Je n'avais jamais vu une rivière aussi transparente. Il y a un privilège il est plus que le privilège politique. Il est plus que le privilège économique, financier. Ouais, il y a un privilège qu'il y a des groupes. Parce que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas dans ce privilège en Europe. Mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a partout. Nous, on regarde, on sait où on habite, qu'il y a plein de gens qui meurent tous les mois au bord de la Méditerranée quand même. Donc, parler de la violence, ce n'est pas insulter quelqu'un. N'est-ce pas, Clarisse? Dire que existe la violence, le racisme, le colonialisme, ce n'est pas du tout, de notre part, vouloir insulter l'Europe, ni les Européens, ni les gouvernements européens, mais tout juste faire appel à la responsabilité mutuelle qu'on a sur notre propre existence sur cette planète. Donc, il y a plusieurs stratégies possibles. La première d'entre elles, peut-être soutenir, donner du support aux peuples autochtones autour du monde. Évidemment, parce que c'est dans nos territoires qui subsistent 80% de la biodiversité à la planète, mais aussi c'est parce que c'est très important d'avoir une diversité culturelle quand même. La biodiversité, elle est interdépendante de la diversité culturelle. Comme ça, on se munit des arguments nécessaires pour pouvoir faire l'autocritique nécessaire et construire à chaque fois une société nouvelle.
non pas continuer à répéter les mêmes violences. Si on ne parle pas de la violence, si on se nie, si on est omis par rapport à la violence, elle va continuer à se répéter. C'est ce qui se passe chez nous il y a plus de 500 ans. Donc, donner le support, la visibilité, l'espace d'écouter les peuples autochtones, c'est fondamental. Une autre chose, c'est bien sûr que donner la visibilité, c'est aussi donner du support politique. On est constamment forcé à faire appel au gouvernement et aux espaces politiques internationaux, à l'ONU, etc., pour souvenir le monde que c'est important d'avoir de l'eau à boire. C'est ridicule comme situation pour nous. Si on est forcément, je sais pas, 70% d'eau dans notre corps, il nous faut bien de l'eau. On a plein de scientifiques, il n'y a pas que les autochtones qui disent ça. On a besoin de faire un mouvement global par rapport à cette situation de comment faire l'esgotamento, épuisement de l'eau et d'autres, enfin, et des ressources. Mais aussi, pour considérer cela, il faut questionner des valeurs en société, comme par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Qu'est-ce que c'est que la richesse? Qu'est-ce que c'est que le droit? Et aussi, qu'est-ce que c'est que le territoire? Et qu'est-ce que c'est que l'identité? Si on réaffirme constamment notre identité en tant que peuples autochtones, on est forcément à questionner l'identité d'une culture qui continue à faire une pratique coloniale, exploratrice et qui violente nos populations. Et si dans cette culture il y a un pouvoir économique qui continue à stimuler l'exploitation et le viol de tous ces territoires, il faut désinvestir. Il faut désinvestir, et pour désinvestir, il faut changer le type de consommation aussi. Il faut en être plus conscient quand même. C'est pas du tout dire qu'on va reculer sur toutes les technologies. Ça n'a rien à voir. Mais il faut être plus conscient, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment global sur cette planète, c'est la poubelle. C'est les déchets. C'est le plastique qui se trouve dans nos corps. Là, on arrête de manger des bons aliments, de bons fruits. On arrête d'avoir des bonnes semences. Et on mange du plastique. On ne va pas survivre à cela. Donc, je considère de ma part que quand les peuples autochtones sortent de chez nous pour essayer de construire un dialogue, on passe par plusieurs étapes. D'abord, une étape nécessaire de douleur, de révolte, une étape nécessaire de tristesse, un certain bousculement d'émotions. On a eu un exemple ici par rapport à cette position. Ça peut sembler un peu agressif. C'est normal, c'est naturel, mais c'est nécessaire. Un deuxième moment, après qu'on a mis les cartes sur la table de ce qui se passe, c'est avoir une capacité collective de voir des alternatives. Et les alternatives, elles sont déjà toutes posées il y a quand même au moins un siècle. Elles sont posées par la science, elles sont posées par toutes les sciences, parce que la science, elle n'est pas seulement européenne, la science n'est pas seulement occidentale. Toutes les sciences savent très bien toutes les solutions possibles. Et le troisième pas, c'est se bouger les fesses et se mettre au boulot. Donc, il faut nettoyer, il faut s'aimer, il faut planter pour pouvoir récolter notre avenir. Voilà, merci. Je suis désolée, mais moi, je suis Véronica Payale-Painemal, je suis mapuche. Je suis descendante de Machi, Mexan, et je suis dans la lutte là-bas. Je suis en France depuis 2 mois, et je viens ici aujourd'hui parce que j'écoutais de vous, quelqu'un m'a dit qu'il y a quelque chose ici. Et je croyais qu'il vous parlait aussi de moi, de mon pays, de mon nation. Mais j'étais étonnée,
Parce que plutôt, vous connaissez plutôt le Brésil, Pérou, et ça. Oui. Et chez moi, à ce moment, le gouvernement est en train de voler les rivières, est en train de voler les glaciers, est en train de nous voler la forêt. Tout le monde qui dit non, arrêtez-vous, il est en prison. On a des personnes très importantes pour ma nation qui sont enfermées parce qu'ils ont dit non. Aujourd'hui, il y a une grande marche chez moi parce qu'aujourd'hui, c'est le 12 d'octobre. Nous, on n'a rien à fêter. Fêter, comment on dit? Fêter. Parce que c'est un génocide chez moi. Je suis la 8e génération de ma famille en vivant. Je viens de génération machi, longue de personnes autorités chez moi. Et je voudrais bien que vous aussi connaissiez ma nation. Parce que comme Mapuche, on est comme vous aussi. On aime la terre. C'est notre vie. Surtout les rivières qui sont en train de fermer. Il y a des villages qui sont en train de mourir. Parce qu'ils sont venus les entreprises à prendre les rivières parce que le gouvernement a donné les droits à toutes les entreprises qui n'ont plus d'argent qui prennent les rivières. Et maintenant, il y a beaucoup d'endroits au nord du Chili, au sud du Chili, qui sont en train de mourir. Et moi, c'est la question. Comment vous pouvez nous aider à nous? Oui. On demande tout le temps c'est la question que tout le monde se pose. Et ce que je voudrais dire simplement, je ne sais pas quand vous êtes arrivés, mais c'est vrai qu'on a commencé et on a ouvert la journée avec Milaray Painemal. Oui. Bon. Oui. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines, c'est vrai. Mais merci. Oui, oui. Est-ce que vous voulez bien? Un tout petit peu, Ouais, mais merci, il a manqué super. des choses parce que C'est absolument. il a parlé plutôt du Brésil. Oui, je Et sais non. bien, je sais Chez bien. nous, il y a des gens qui sont en train de mourir maintenant. Oui, mais complètement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Véronica Payales Painemal. Je viens du Chili. Je suis Mapuche. Ma nation, c'est Mapuche. Et si je suis là en train de vous parler, c'est pour les demander un peu de conscience. Chez moi, en ce moment-là, le gouvernement est en train de vendre les rivières à entreprises, à grandes entreprises, pour vendre de l'eau et se planter des fruits, des choses comme ça. Mais elle fait ça, et il y a des petits villages qui sont en train de mourir lentement sans l'eau. Ils sont piqués tout l'eau, les animaux ils sont en train de mourir. Aussi les forêts, aussi ils sont en train de tuer la forêt. Aussi les glaciers. Le président a donné le droit à grandes entreprises de prendre les glaciers pour vendre à Europe l'eau. Maintenant, mon pays, personne qui dit quelques mots sur ça qui tout passe, il est enfermé en prison. Ce moment, il y a 9 personnes enfermées pour n'importe quoi. Nous savons notre machi, Celestino Córdoba, qui est enfermé depuis 6 ans et à cause qu'il a tué quelqu'un, il s'était pas vrai. On a des loncos, Facundo, on a notre lonco también, et il y a des huerquenes qui sont fermés et il n'y a pas de justice pour ce moment. Ils sont fermés, mais ils ne savent pourquoi. Et ne laissez pas sortir. Surtout, je voudrais demander que vous fassiez plus attention à nous, notre pays, notre monde, c'est le Mapuche. Et je suis là pour ça, et bon, c'est la première fois que je parle de cette façon. Et je demande que vous me compreniez et viennent à l'aide de nous en train de diffuser, de connaître plus de nous. Et excusez-moi pour mon français. Buenos días, yo me llamo Verónica Payales Painemal, yo soy mapuche, vengo de Chile. Allá en Chile, nuestro pueblo, nuestra nación está pasando una crisis terrible. En este momento el gobierno está tratando ya vendió varios ríos a empresas grandes, en el cual están lucrando, están cortando el río para las poblaciones, y hay muchas poblaciones que están en momento de morir, mueren de a poco, sus animales, todo está muriendo en el sur. También están tomando nuestros bosques, cortando todos nuestros árboles nativos para plantar el eucalipto. También está el presidente Piñera,
regaló los glaciares que pertenece a Chile y Argentina a grandes empresas para que ellos hagan lo que quieran con ellos. Nosotros como pueblo estamos peleando para que nos dejen nuestros ríos, nos dejen nuestro mar, nuestros bosques, nuestro glaciar, porque sin ellos nosotros no podemos vivir. Nosotros como hijos de la tierra no queremos que nuestro mundo muera. Y es por eso que yo estoy aquí hablándole a ustedes para pedirles su apoyo, que tengan más conciencia, que se acerquen a conocer la nación mapuche. Nosotros estamos vivos, seguimos en pie después de 545 años, seguimos en la lucha. Y les pido su acompañamiento y también su apoyo. Muchas gracias. Salud. Du coup, je m'appelle Clarisse Taoulé-Walid da Silva, je suis artiste Kaligna et porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane. La jeunesse autochtone de Guyane est un mouvement de jeunes militants issus des 6 nations autochtones de Guyane, donc Kaligna, Wayana, Lokono, Paikwene, Wayampi et Teko, qui luttent pour le respect des droits des peuples autochtones et pour la protection et la protection de la culture et la réappropriation culturelle. La Montagne d'Or était un projet de mine industrielle russo-canadien qui devait s'implanter non pas loin de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est ma ville natale. Il devait s'implanter sur des sites sacrés, on va dire, sur des montagnes couronnées, donc qui prouvent la présence de la vie humaine il y a quelques années de ça. C'est un projet qui aurait été une catastrophe écologique puisqu'il y aurait eu l'utilisation du cyanure. C'est aussi une fosse de 400 mètres, un site de la taille de 32 stades de France, c'est quand même assez énorme. Et en ce moment, c'est un projet qui est en suspens. Le gouvernement français s'est positionné contre, mais tant que la Montagne d'Or n'a pas fait de communiqué officiel pour dire que le projet est abandonné officiellement, on reste sur nos gardes et puis on pense que le projet là en ce moment va se présenter comme sous une autre forme. La perdition culturelle, elle s'explique tout d'abord par rapport au choc des sociétés. Donc on a 2 modes de vie totalement différents entre le mode de vie traditionnel et le mode de vie, on va dire, moderne, contemporaine, occidental. Donc il y a un gros choc des sociétés. Les jeunes doivent apprendre à s'habituer à vivre entre 2 mondes, donc c'est compliqué. Il y a des jeunes qui sont, dès le collège ou le lycée, sont obligés de partir sur le littoral, donc partir de leur village pour pouvoir continuer leurs études, avoir le bac, etc. Il y a des jeunes qui font 3 heures de pirogue pour aller à l'école également. Il y en a qui vont en internat et le week-end et pendant les grandes vacances, ils n'ont pas forcément de logement. Donc c'est assez compliqué. Il y a un mal-être aussi qui se crée par rapport à ça. On peut parler de prostitution également, de trafic de drogue. Voilà, il faut se débrouiller pour pouvoir s'en sortir. Et puis il y a ce manque de repères aussi qui se crée. Et la perdition culturelle aussi, elle s'explique également par les conséquences du passé. Il faut savoir qu'il y a eu des hauts amérindiens à l'époque où les langues étaient interdites. C'était une éducation religieuse qui était obligatoire, une éducation déjà qui était très obligatoire, une éducation à la française, une éducation à l'occidentale. Donc je pense que l'ancienne génération a gardé ce processus. C'est du coup, comme je l'ai expliqué, moi je ne parle pas la langue kaligna. Je pense que inconsciemment, nos mères et nos pères n'ont pas eu forcément le déclic pour, comme ont fait leurs parents, de leur apprendre certaines choses qui sont nécessaires pour un début. Mais maintenant, on essaye de se réapproprier cette culture parce que c'est une partie de notre identité. Et il y a une très très grosse quête identitaire, ça se voit par rapport au mal-être des jeunes autochtones. Donc là, on essaye de se reconstruire par rapport à ça et puis d'essayer de garder le peu de choses qui nous restent des anciens. Il faut savoir aussi que la communication est difficile déjà par rapport à la langue et ensuite au niveau des relations, le mode de vie n'est pas pareil, etc. Donc voilà, on essaye de pouvoir se réapproprier notre culture au fur et à mesure. Donc c'est un aussi des combats de la jeunesse autochtone de Guyane qui est aussi très très importante. On ne peut pas avancer sans savoir qui on est, donc on fait aussi un travail dessus. Moi, donc, je suis artiste kaligna, j'ai emménagé à Toulouse il y a 1 an, donc je suis là depuis un an environ. J'ai fait une prépa artistique.
Donc pour poursuivre dans tout mon travail artistique autour de la tradition, le choc des sociétés, le mélange entre le mode de vie occidental et le mode de vie traditionnel, ça a été très, très compliqué. Moi, j'étais très engagée déjà dans mon travail. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, pas tout de suite, un peu plus après, qu'on essaie de contrôler ce que je voulais dire, les messages, la forme de mes œuvres. Ils voulaient que ce soit moins engagé, ils voulaient qu'il y ait plus de proximité avec le monde occidental, alors que c'était pas forcément ce que je voulais. Je pense que déjà l'art engagé, c'est quelque chose de complexe, qui n'est pas forcément accepté par tout le monde, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive avec un art totalement différent, qui vient d'un autre monde, qu'ils ont sûrement pas l'habitude de voir qu'il y a une jeune amérindienne ou une jeune autochtone qui arrive avec son art traditionnel et qui veut pouvoir allier l'art contemporain. Donc je pense que c'était ça aussi qui était compliqué, mais c'est vrai que moi j'ai très très mal vécu. Je me suis énormément posé des questions sur mon identité, sur mon statut d'artiste, sur mon statut d'autochtone, mon statut de jeune fille et aussi métissée. Donc ouais, c'était très compliqué, d'autant plus que c'est compliqué également de s'éloigner de son cocon familial, etc. C'est le cas de tout étudiant lambda, mais c'est vrai que là c'était très compliqué et cette année a été un petit peu mal vécue, ce qui a fait qu'avec l'art j'ai gardé une certaine distance pendant un long moment, mais maintenant ça commence à revenir puisque là je me sens un tout petit peu plus libre. Et puis, la dépossession territoriale qui a transformé, donc qui nous a confinés dans ce qu'on appelle des réserves indiennes au Canada, a inspiré carrément le système d'apartheid en Afrique du Sud. Donc, voilà le pays dans lequel je vis, qui est peut-être pas le Canada que vous connaissez. Cette fameuse loi sur les Indiens a été instaurée en 1876. Elle a toujours cours aujourd'hui, donc c'est toujours cette loi qui nous régit. Cette loi stipule que nous sommes, nous les Autochtones, les Indiens, parce que c'est encore comme ça que je m'appelle sur la carte, les Indiens d'Amérique, nous sommes les pupilles de l'État, donc des mineurs au sens de la loi. L'objectif de la loi, en 1876, était de nous assimiler tous jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'Indiens. Donc, on voulait le faire gentiment en nous assimilant, donc pas nécessairement à travers des grandes guerres, comme peut-être ce qui était davantage vécu aux États-Unis ou en Amérique du Sud, mais c'était non pas moins violent. Donc, à travers cette loi-là, il y avait différentes mesures pour nous assimiler, pour faire en sorte qu'on n'ait plus le droit d'avoir cette carte-là, et donc on n'ait plus le droit de vivre à l'intérieur de nos réserves, de nos communautés, qu'on puisse plus être enterré parmi les nôtres. Donc des conséquences extrêmement graves. Donc, par exemple, et il faut savoir aussi que cette loi a été extrêmement, et il est toujours, discriminatoire envers les femmes. Donc les femmes ont été particulièrement touchées et sont toujours touchées par cette loi raciste. Donc, une femme autochtone qui mariait un homme blanc perdait son statut autochtone jusqu'en 1985. Donc, ma grand-mère avait perdu son statut, a pu le récupérer après 85. Donc, ça fait cette situation vraiment étrange où, chez moi, dans ma famille, mon père, qui est issu d'une mère et d'un père autochtone, est considéré comme étant de première génération. Ma tante, donc ce qui fait que moi, excusez-moi, c'est compliqué, c'est tellement débile, mais c'est vraiment compliqué. Alors, mon père est considéré de première génération, se marie avec ma mère en 1979. Ma mère, qui est une blanche, à l'inverse, obtient le statut autochtone, parce que le statut passe par l'homme. Donc, ma mère blanche devient indienne, donc je suis issue de ce mariage de deux personnes indiennes, ce qui fait de moi une full Indian status. J'ai pas fait de test d'ADN, donc je sais pas ce que ça donnerait, mais selon la loi, je suis 100% autochtone. Alors que du côté de la sœur de mon père,
qui s'est mariée avec un homme blanc. Elle a perdu son statut. Elle a pu le récupérer. Mais ses enfants, à elle, sont considérés comme étant des enfants de deuxième génération, puisqu'issus d'un père blanc et d'une mère autochtone. Donc, mes enfants à moi, j'ai pu transmettre leur statut, donc ils ont le droit d'avoir cette carte, qui, je le répète, a des conséquences quand même très importantes pour nous. Et puis, donc, les cousines de mes filles n'ont pas accès à cette carte-là. Pourtant, c'est le même niveau de génération. Donc, tout ça pour vous dire simplement, c'est que quand ils ont mis sur pied cette loi-là en 1876, jamais ils auraient pensé que presque 150 ans plus tard, on serait encore là et qu'on soit pris avec des aberrations pareilles. Donc, il y avait le mariage, mais il y avait aussi les études. Donc, un Indien instruit n'est plus un Indien, c'est-à-dire que dès qu'on obtenait un diplôme d'études secondaires, on n'a plus droit à être un Indien au sens de la loi. Et puis ensuite, les deux plus grandes mesures assimilationnistes, et c'est là où ça fait extrêmement mal, ont été la mise en place des terres de réserve, donc les réserves indiennes, qui nous ont dépossédés de 99% de notre territoire. Quand on pense simplement au mot réserve, c'est d'une violence. Donc, maintenant, par exemple, au Québec, on est 55. Maintenant, nous, entre nous, on essaie de ne pas prononcer le mot réserve parce que, évidemment, c'est un mot extrêmement péjoratif. On dit communauté. Donc, on est 55 communautés, 55 réserves. Et puis, le but de ça, c'était d'accélérer la colonisation et de donner des lots de terrain aux colons. Et puis, c'était vraiment fatigant d'avoir des Indiens qui chassaient et qui étaient nomades et qui occupaient le territoire. Donc, il fallait les sédentariser de force. Donc, par cette mesure, on croyait aussi nous déposséder de beaucoup de pans de notre culture. Hein. Hartmann l'a dit, si on n'a plus accès à notre territoire, à nos lacs, à nos rivières, à nos montagnes, qu'est-ce qui nous définit encore comme autochtones? Mais aussi, à partir de là, il fallait, puisque nous sommes les bons enfants de l'État, donc l'État avait cette charge de nous éduquer. Donc, mise en place, en 1876, des premiers pensionnats autochtones, donc des écoles résidentielles où des enfants, d'est en ouest, à la grandeur du Canada, 150 000 enfants ont été arrachés à leur famille de force. La police débarquait carrément et forçait les parents à donner leurs enfants. Donc, toutes sortes de moyens de transport, le bateau, l'avion, l'hydravion dans les territoires vraiment éloignés, les autobus scolaires plus tard. Idéalement, on les envoyait, les enfants, le plus loin possible de leur communauté. Et idéalement, on séparait aussi les fratries. Dans ces écoles, vous pouvez vous en douter, les sévices sexuels, psychologiques étaient la norme. Et puis, ça a été reconnu, donc le précédent premier ministre du Canada, Stephen Harper, a reconnu les violences qui ont été commises dans les pensionnats autochtones. Et puis, il y a eu une autre énorme commission qui a étudié les conséquences des pensionnats. Mais ces écoles-là non plus ne devaient pas s'étendre très loin dans le temps. Donc, on s'imaginait qu'après une ou deux générations, il n'y en aurait plus de problème indien, hein, parce que c'est comme ça qu'on nous qualifiait, le problème indien. C'était vraiment d'avoir pas beaucoup foi en nous et en notre résilience. Donc, la dernière école résidentielle a fermé au Canada, en Saskatchewan, en 1996. C'est hier matin. Donc, nos communautés, donc quand je vous disais tantôt, quand je parlais solution finale qui a inspiré les nazis, la mise en place du système de réserve qui a inspiré l'apartheid, c'est bien du Canada dont je parle. Et puis, tout ce régime ségrégationniste, colonialiste, a touché nos femmes très durement. Donc, je vous dis, donc, elles ont été des centaines de milliers à perdre leur statut. Certaines ont pu le retrouver, d'autres jamais, ou ne savent pas du tout qu'elles ont des ancêtres autochtones aujourd'hui. Aussi, la perte du rôle traditionnel, ça a été mentionné beaucoup par mes collègues, mais moi aussi, je viens d'un peuple matriarcal.
Et puis soudainement, on nous a retiré ce rôle-là, ce pouvoir, et puis on nous a dit qu'on dépendait maintenant du pouvoir des hommes. Donc, aujourd'hui, on se ramasse dans une situation où on doit encore composer avec les conséquences de ces mesures assimilationnistes, surtout, je vous dirais, les conséquences des pensionnats autochtones qui ont causé des traumatismes intergénérationnels et un cycle de violence dans nos communautés duquel c'est extrêmement difficile de s'émanciper. Imaginez qu'on vous arrache à votre famille, okay? Ou que vous êtes des parents, imaginez qu'on vous arrache votre enfant à 5 ans, qu'on l'envoie à l'autre bout du monde. Soudainement, dans les communautés autochtones, ce qui faisait la richesse de nos peuples, c'est encore, et puis c'est le cas pour, j'espère, la planète, ce sont les enfants. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'enfants dans nos communautés. Les vieux disent que même les chiens, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiens dans nos communautés, même les chiens ont arrêté de chapper. Donc, une tristesse immense s'est emparée de ceux qui restaient, des parents. La consommation, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'a démarré les problèmes, qu'ont débuté les problèmes de consommation d'alcool. Et puis les enfants partaient pendant 10 mois, le plus souvent terminaient le pensionnat vers l'âge de 17 ans, et puis revenaient seulement pendant l'été, pendant 2 mois. Il faut savoir que l'été, c'est le moment où nos peuples, on laisse reposer les ancêtres, les esprits. Donc, on va moins en forêt, on se repose, on retourne à la côte, on échange, mais nos pratiques, notre mode de vie se vit davantage dès le mois de septembre jusqu'au printemps. Donc, les enfants étaient évidemment donc, coupés complètement de ce mode de vie. Et aussi du lien avec leurs parents, parce qu'évidemment, au pensionnat, le jeu, c'était également de dire aux enfants que leurs parents étaient des sauvages, des gens non civilisés, et puis qui ne devaient pas parler leur langue. Donc, imaginez, après la fracture qui se crée entre les générations. Si vous ajoutez à ça des traumatismes, des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques, qu'on retourne ces personnes dans les communautés autochtones, donc des gens qui ne savent plus pratiquer leur culture, donc qui ne savent plus aller chasser, donc qui ne savent plus subvenir à leurs besoins, et qui sont en plus des enfants brisés émotionnellement, ça crée des climats complètement... j'ai de la misère à trouver le mot juste, parce que ça fait une quinzaine d'années que je fais que ça dans la vie, presque me promener dans les communautés, pas que la mienne, mais partout, au Québec, au Canada, et puis j'aime ça, je me sens bien là-bas, donc c'est pas que négatif, mais il y a des dynamiques qui sont là toujours et qui font mal, des dynamiques de violence familiale. Vous savez, les hommes et les femmes, on n'a pas la même façon de réagir à des abus, à des traumatismes. Les hommes vont avoir tendance à porter cette violence-là envers autrui, alors que les femmes vont avoir tendance à se faire mal à nous-mêmes, donc à travers la consommation, à travers le suicide. C'est pas très scientifique comme statistique, mais quand j'ai fait la recherche pour le film, que si vous restez ce soir, que vous aurez la chance de voir, ce Silence qui tue sur les femmes autochtones assassinées disparues, mais c'est davantage un film qui expose tout ça, ces mécanismes de violence intergénérationnelle. J'ai fait un petit sondage maison, mais ça serait autour de 8 femmes sur 10 dans nos communautés qui se disent avoir été un jour victimes de violences sexuelles ou de violences physiques. Donc, la violence, elle est endémique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme et qu'on a des enfants? On veut protéger nos enfants, on veut trouver un milieu de vie sécuritaire. Donc, parfois, on pense que ça passe par quitter la communauté. Malheureusement, ce que ça fait, c'est que souvent, les femmes autochtones au Canada vont se ramasser dans des villes, des quartiers extrêmement difficiles, ravagés par la violence, par les drogues. Et souvent, ce qui attend les femmes, c'est malheureusement le cycle
de la prostitution pour pouvoir payer ce qu'il faut à leurs enfants, payer sa consommation. Et puis, donc, ça fait... donc, ces femmes deviennent des proies évidentes et les enfants deviennent des proies évidentes parce que au Canada, 50% des enfants qui sont pris en charge par le système de protection de l'enfance, donc c'est provincial, mais à l'échelle canadienne, c'est 50% des enfants dans le système qui sont autochtones, alors que les enfants autochtones composent 5% de la population du Canada. Donc, les pensionnats autochtones ne sont pas terminés. Ça se poursuit encore aujourd'hui. Puis on sait, des études le démontrent, que dans les familles d'accueil où sont envoyés ces enfants, pour souvent des raisons complètement banales, parce que les services sociaux ouvrent le frigo, tout ce qu'on trouve dans le frigo, c'est de la viande de bois, donc de la nourriture traditionnelle, que les travailleurs sociaux donc croient que c'est pas de la nourriture pour des enfants. Donc, que les parents ont failli à leur devoir de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, les femmes se ramassent encore une fois seules en ville, deviennent des proies faciles. Et puis, c'est ce qui a fait au Canada que, en fait, ça a pris 40 ans. Depuis les années 60, les femmes autochtones militent pour crier au monde entier que leurs sœurs disparaissent. Et puis, on les a jamais écoutées. Jusqu'en 2014, où une jeune fille du nom de Tina Fontaine, qui avait à l'époque 15 ans, mais elle avait le visage angélique d'une enfant de 11-12 ans, donc ça a particulièrement marqué les esprits, surtout qu'on l'a retrouvée dans un sac de poubelle au fond de la rivière Rouge à Winnipeg. Donc l'image était frappante, marquante, et là, le pays s'est un petit peu réveillé. Il y a eu enquête de la GRC, et puis on en est arrivé au chiffre de 1200 femmes autochtones assassinées disparues. Maintenant, on sait, quelques années plus tard, parce que là, a démarré également, quelques années plus tard, l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées disparues, et même la ministre des Affaires autochtones, celle qui me donne droit d'être indienne, donc issue de ce même système colonialiste, a admis que le chiffre serait probablement plus proche de 4000 que de 1200. Donc, transposé à la réalité française, on parlait d'à peu près, c'est comme si ce serait l'équivalent de 100 000 femmes françaises qui auraient été portées, assassinées ou disparues. Donc, j'imagine qu'on en aurait entendu un petit peu plus parler. Et puis, malheureusement, quand Trudeau est arrivé au pouvoir, il a promis, comme premier geste politique qu'il allait poser, c'est de mettre en œuvre cette enquête, ce qu'il a fait avant les 100 premiers jours de son mandat. Mais comme je vous dis, il n'a pas donné les moyens nécessaires au commissaire d'arriver à faire une bonne job. Et puis, toutes les autres promesses, il a failli à toutes ces autres promesses aussi, c'est-à-dire il y a une telle quantité de communautés autochtones où il n'y a pas encore l'eau potable au Canada. La promesse de Trudeau, c'était de faire en sorte que dans les 2 premières années, toutes les communautés autochtones puissent avoir accès à l'eau potable. Ça ne s'est pas passé. Et ainsi que toutes ces autres promesses. On est en période d'élection. Ça ne va pas super bien pour Trudeau pour 1001 raisons. Pas seulement dans le dossier sur les Premières Nations, mais évidemment que nous sommes très fâchés. On a l'impression d'avoir été, on dit en québécois, roulé dans la farine. Je ne sais pas si vous avez la même expression en français ici. Mais j'ai peur, parce que si jamais les conservateurs revenaient au pouvoir, je pense que l'avenir va être encore pire. C'est ça, donc c'est un peu l'histoire dont j'avais envie de vous parler, de vous raconter le pays dans lequel je vis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean Chrétien, qui a été un grand politicien au Canada, qui a été premier ministre du Canada pendant une douzaine d'années, qui avait une fois qualifié avec son accent anglais que le Canada était le plus beau pays du monde. Suffit de regarder dans l'angle mort de l'histoire de ce pays pour réaliser que c'est pas tout à fait ça. Puis moi, mon travail, c'est de rendre visible cet angle mort. Donc, d'écouter la parole, notamment des femmes autochtones qui se sont si généreusement livrées dans mon film. Et j'aimerais les remercier parce que c'est pour elles que je suis ici aujourd'hui. Pour transmettre en vous. Merci.
Mais je sais quand même que le film, j'espère que vous l'avez reçu, termine avec une certaine lumière, là, avec Margot qui malheureusement qui est plus parmi nous, qui n'aura pas vu le film parce qu'elle est décédée pendant le montage. Et puis, mais tu sais, c'était correct qu'on l'a laissé partir parce qu'elle avait vraiment accompli tout ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie. Elle a vécu l'horreur des pensionnats, elle a été abusée. Puis elle s'est dit, vous m'aurez pas. Puis moi, je vais pas la perdre, ma langue. Puis elle l'a enseigné toute sa vie aux enfants. Donc, elle, le sentiment là, de femme forte, là, elle l'avait. C'est ça qu'elle voulait nous transmettre, parce que quand je suis allée la rencontrer en recherche, un an avant le tournage, elle m'a déballé toute son histoire en détail. Là, tout. Donc, c'est ça que moi, dans ma tête, je m'en allais rechercher là, pour le tournage dans le film. Là, elle tournait autour du pot, elle ne voulait pas répondre à mes questions, elle me parlait des bijoux qu'elle était en train de perler, puis là, je partais de la première soirée un peu heureuse d'avoir passé un bon moment, mais un peu déçue. Puis j'ai dit, moi aussi, je m'en vais avec ça. Puis finalement, j'ai demandé, je me suis dit, elle ne veut pas m'en parler. Puis en fait, je suis devant une femme fière qui est passée à autre chose. Fait que c'est de ça dont on va parler. Puis finalement, ça a fait la conclusion du film. J'ai dit, Margot, pourquoi tu veux pas me parler? Là, c'est là qu'elle a déballé. Je suis fière d'être passée au travers. C'est en l'air de moi maintenant. Puis je suis fière de léguer ça à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc, c'est vraiment... Puis des histoires comme elle, il y en a plein. Des gens rendus à cet âge-là qui ont un peu fait la paix avec leur passé. Donc, il y a quand même de l'espoir. Mais le problème, c'est que tout repose sur nos épaules. Donc, il y a des initiatives de guérison dans nos communautés, il y en a plein. Il y a des ressources. Les ressources sont à bout de souffle parce que souvent, les ressources ont elles-mêmes été un jour victimes de quelque chose. Donc, veulent tellement aider qu'à un moment donné, s'essoufflent, tombent en burn-out. Donc, c'est ça. Ce sont des parcours de guérison individuelle, mais on est complètement largué par le politique, par le pays au complet. C'est ça la grande tristesse pour moi. D'abord, merci pour le film, c'était vraiment poignant, comme les astrodonties. Donc, le silence qui tue, c'est un silence de société, mais d'après vos propos, j'ai aussi l'impression que vous étiez surprise d'apprendre, de découvrir cette partie de l'histoire du Canada. Comment est-ce qu'on grandit, quand on n'a pas vécu les tensions et ça, en tant qu'enfant, comment est-ce qu'on peut grandir dans les communautés et apprendre ça? Est-ce que c'est un sujet tabou au sein des communautés, ou à quel moment est-ce qu'on commence à en parler, à se rendre compte des problèmes? Je dirais que depuis la commission Vérité et Réconciliation qui a sorti son rapport en 2014, ça a été une immense commission d'enquête qui a duré 8 ans, je pense, où là, tous les pensionnaires ont été témoignés. Et pour beaucoup, donc témoignage public veut dire passage à la télé, donc tout ça était télédiffusé. Tout le Canada entier pouvait syntoniser la chaîne de la commission et écouter les témoignages. Il n'y avait pas des grandes codes d'écoute. Mais il y a beaucoup d'enfants de ces ex-pensionnaires-là qui ont appris pour la première fois l'histoire de leurs parents. Et Israël, dans le film, donc le papa de Frédéric, lui a appris l'histoire de sa mère en 96, je pense, alors qu'elle avait été invitée à participer à un reportage sur la chaîne Radio-Canada. Puis là, il a appris ça, il était à Montréal, puis là, il a entendu sa mère. Sa mère l'avait appelé, elle a dit « Israël, je t'ai pas tout dit, il faut que tu regardes cette émission-là, tu vas comprendre. » Puis là, il est embarqué dans sa voiture à la fin du reportage, puis il est allé serrer sa mère dans ses bras. Puis pour lui, il y a plein de morceaux du casse-tête de sa vie, de son enfance, qui se sont mis en place. Pourquoi il a été élevé dans un climat de violence? Pourquoi son père et sa mère se tapaient sur la tête à chaque fin de semaine? Pourquoi lui reproduisait ça aussi comme père, puis qu'il voulait arrêter, mais qu'il était pris dans cet engrenage-là sans comprendre pourquoi? Donc, c'est assez variable, mais quand même, c'est extrêmement encore tabou. Parce que ça fait mal. Les gens n'ont pas envie d'en parler. J'aimerais savoir comment vous avez rencontré les gens qui témoignent et si, justement, puisqu'ils parlent de trauma et des choses dont on ne parle pas, le fait que ce soit vous derrière la caméra, que ce soit une femme autochtone qui... Enfin, même le film peut être adressé à
à l'écoute, il y a une femme autochtone. Donc, est-ce que... J'aurais aimé comparer, mais je suis sceptique. Et puis, à ma plus grande surprise, bon, dans l'Ouest canadien, j'ai eu de l'aide. On a embauché une recherchiste locale de là-bas parce que je ne me connaissais pas assez bien. Au Québec, c'est moi-même qui ai fait toute la recherche, etc. Donc, quand je suis allée à Vancouver, bon, j'étais accompagnée de cette personne-là qui m'a guidée, mais c'est moi qui menais les prises d'entrevue avec ces personnes-là. Puis, je suis pas sûre qu'elles m'ont demandé si je suis autochtone. Ça paraît pas tellement dans ma face, il faut le savoir. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est une urgence de prendre la parole. On leur donne jamais le micro à ces femmes-là. Puis là, moi, j'arrive avec ma gentillesse. Puis je pense que, au-delà du fait que je suis autochtone, j'arrive à créer des liens rapidement avec les gens. Je suis très respectueuse de leurs histoires. Puis j'essaie de les mettre en confiance rapidement. Peut-être que ça a joué que je sois autochtone, mais je pense pas que c'est le facteur principal. Je pense vraiment que ces femmes attendent qu'on leur donne la chance de s'exprimer. Mais cette politique de pensionnat, est-ce que c'était la même dans tout le Canada? Parce que j'y connais rien, moi. Le Canada en anglais, il est, je suppose, anglican, et le Canada français catholique. Et alors, est-ce qu'il y avait soit une collusion, soit un silence? Est-ce qu'il n'y avait aucune personne autre que vous, enfin que les Indiens, pour protester de ces manières, alors qu'il y avait forcément beaucoup de gens qui travaillaient, qui voyaient ce qui se passait? Donc, est-ce que cette question-là, politiquement, est-ce qu'elle s'est posée, ou est-ce qu'elle a toujours été écrasée? Parce que, je sais pas, ce que j'ai pu voir du Canada, les documentaires, les gens, ils ont l'air d'être très, très actifs en communauté, justement, très citoyens. Donc, voilà. Oui. Aujourd'hui, plus. Oui, vous avez raison. Donc, d'anglais, anglican, Québec, davantage catholique, mais il y a vraiment eu une union de l'État avec les églises. Donc c'est l'État qui mandatait le clergé, les différents. Je ne possède pas beaucoup le vocabulaire religieux, mais en tout cas les différentes églises. Mais c'était vraiment en partenariat. Et puis oui, ça s'est fait, c'était une politique égale partout au pays, coast to coast, d'est en ouest, pendant 100 ans. Et puis oui, là, je vais d'ailleurs travailler, parce que j'ai fait ce film-là, en me disant au départ, je vais essayer de ne pas parler des pensionnats, parce que je suis allée d'en parler. Je trouve qu'on n'arrive jamais à dépasser puis aller plus loin, parce qu'il faut tout le temps passer 20 minutes à expliquer les pensionnats, parce que donc, moi, comme créatrice, comme documentariste, je suis tannée, mais je réalise que c'est vraiment un besoin. Les gens ne connaissent pas ça. C'est normal que vous ne connaissiez rien. Chez moi, je trouve que c'est pas normal. Donc, je fais encore beaucoup d'enseignements à ce propos-là. Et puis, je vais même en faire un autre film qui va traiter uniquement de la question des pensionnats et beaucoup sur les générations futures et les impacts intergénérationnels. Et puis, en faisant la recherche pour ce prochain film, on a réalisé qu'on a eu quelques alliés quand même, dont un ex-agent de la GRC qui allait chercher les enfants dans les communautés, qui s'est dit à un moment donné, je ne peux plus faire ça. Il vivait très mal avec ça, puis aujourd'hui, il travaille de concert avec les communautés pour essayer de faire la lumière, par exemple, sur des enfants dont on a perdu la trace. Ce que j'expliquais aussi, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, je l'ai mélangé, mais qu'il y a des fosses communes au Canada où sont enterrés les enfants qui sont morts dans les pensionnats, dont on ne prenait pas la peine de retourner à leurs parents. Donc, lui, je sais qu'il faisait ça. Il y a aussi une ancienne religieuse. Il y en a quelques-uns. Mais de façon générale, c'est venu après. Pendant les pensionnats, les gens se taisaient. Il y a un médecin qui a écrit un rapport, là, qui avait été sommé par le gouvernement du Canada d'aller observer les conditions de salubrité dans les écoles, puis il a fait « Wow! Ça se peut pas, là, ils vont tous mourir là, les enfants. » Puis là, le rapport a été tabletté, puis il n'y a rien qui s'est fait. Donc, des enfants très malades avec des virus très, très violents restaient en classe, n'étaient pas traités, épidémie, etc.
Fait que non, il ne s'est pas passé malheureusement la rébellion, ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Excusez-moi. Oui. Il n'y a eu aucune action judiciaire contre les personnes en poste à l'époque? Il y a eu des excuses officielles de la part du gouvernement du Canada. On attend toujours les excuses de l'Église, vous pouvez vous imaginer. Pas eu d'excuses de la part de l'Église. Juste des excuses, c'est ce que les gens attendaient. Donc, immense amertume par rapport à ça. Donc non, on n'est pas rendu aux accusations. Non, je voulais dire que des pensionnats de ce genre, sans faire ni de concurrence ni de surenchère, constatation seulement, malheureusement, il y en a eu aussi lors de la colonisation en France. Il y a eu des pensionnats, alors pour les malgaches, je suis sûre, pour les enfants malgaches. Il y a aussi des familles d'accueil où ça s'est mal terminé, où il y a eu de la maltraitance. Je parle de ce que je connais, hein, voilà. Mais je veux bien croire, oui, il y en a eu ailleurs, il y en a eu aussi, je crois, pour les enfants irlandais. Donc je parlais des malgaches et des Kanaks peut-être. Je crois qu'on peut chercher de ce côté-là. Mais je suis assez certaine que quand on veut, il y aura des recherches à faire. Mais quand on veut coloniser, on veut assimiler. La meilleure façon d'assimiler, c'est d'assimiler les enfants. Donc c'est ça, je pense que c'est un schéma qui se répète. C'est ça. Exact. Mais un système aussi organisé qu'il était au Canada, ça ne s'est pas vu ailleurs dans le monde. Bonjour. Si. En fait, moi, je suis adoptée et du coup, je me pose beaucoup de questions sur le droit à l'enfance, le droit aux origines. Et en fait, je trouve ça hyper important de visibilité, du coup, tout ce qui est pensionnat, tout ce qui s'est passé. Et ça entre aussi dans tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, dans le droit aux origines. Quelle qu'elle soit en fait, à travers plein de sujets qui sont d'actualité, PMA, GPA, je suis pour. Mais le droit à l'enfance, savoir quelles sont ses origines, comment on vit quand on n'a pas accès à plein d'éléments qui sont essentiels pour nos constructions identitaires. Quand on est racisé dans un pays colonisé ou quand on est déporté parce que supposé disponible à l'adoption pour des familles blanches européennes, c'est extrêmement dérangeant et du coup merci beaucoup pour ce travail-là parce qu'il nourrit aussi des questionnements qui passent à travers, puisque tous ces enfants qui sont sûrement en foyer doivent parfois être adoptés et doivent potentiellement vivre des choses aussi extrêmement rudes en fait pour la réappropriation culturelle valable, légitime. Donc merci. Il y a d'ailleurs eu, ça c'est une chose de bien que Trudeau a faite, c'est reconnaître justement les torts qui ont été causés aux enfants qui ont été placés en famille d'accueil jusqu'en 95. Donc tous les enfants qui seront passés par le système, comme on l'appelle, vont recevoir une compensation financière et des excuses. Donc c'est pour vous dire que c'était... S'il y a eu... C'est ça. Donc c'était pas drôle, non. J'avais l'impression justement que Trudeau... j'avais l'impression qu'il n'avait pas... que le gouvernement n'a pas vraiment... que le gouvernement met au défi cette... Non, c'est une autre chose. Il a mis au défi... je ne vais pas me tromper, mais c'est lui qui a décidé que les enfants qui passaient dans le système allaient avoir une compensation. Ce qu'il n'a pas reconnu, je m'excuse, je vais le trouver, là, mais oui, j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus la semaine passée, j'étais tellement en colère. C'est une autre affaire qui ressemble, mais c'est pour ça que tu te dis, on ne le comprend pas. Parce qu'une fois, il va poser un geste, puis le lendemain, c'est complètement le contraire. Oui, bonsoir et merci pour le travail, bien sûr. Et je voulais intervenir parce que je me suis rappelé qu'il y a pas longtemps, ils ont passé un programme ici sur les vols d'enfants noirs des Antilles qui sont ramenés ici en France et qui ont été adoptés entre guillemets comme des travailleurs.
Alors, et je me suis rappelé aussi de beaucoup de choses que j'ai entendues sur les enfants adoptés et qui viennent de Guatemala, des gens qui ont découvert qu'en fait, ils font partie des enfants volés. Et des enfants de la guerre civile espagnole qui ont été volés et qui se sont passés beaucoup d'années avant qu'on dénonce ce qui s'est passé. Ça veut dire des enfants de républicains qui ont été volés et installés dans des églises ou dans des familles pour être réformés. Et ce qui, en fait, je voulais arriver, c'est qu'il y a 3 jours à peu près, je crois que c'était le mercredi, ils sont passés un film, ici en France 2, et qui s'appelle Connexion intime, après suivi par un programme qui s'appelle Pornographie, un jeu d'enfant. Après, il y a eu un débat, et c'était, vraiment, je veux dire, l'enfance, ici, maintenant, elle est en danger. Et c'est clair, la prostitution infantile, et je sais pas, c'est quelque chose, il faut le voir, on peut le revoir, on se connecte en Internet, France 2, on cherche, il faut les voir, c'est vraiment étonnant. Merci. Oui, chez nous aussi, dans la statistique, c'est 9 prostituées sur 10 qui ont moins de 18 ans sont autochtones au Canada. Ça va être la dernière question, je suis désolée. Bonsoir. Encore merci pour ce film et les témoignages qu'il apporte. Tout à l'heure, vous avez dit que le terme de solution finale a été inventé au Canada à l'époque des pensionnats et de la mise en place du système des réserves, et que ça a inspiré donc, le système de l'apartheid en Afrique du Sud et le système concentrationnaire nazi. Je voulais savoir si vous connaissez des historiens ou des chercheurs qui ont travaillé spécifiquement sur cette question. Non, mais je m'y mets dès mon retour parce que j'ai vraiment envie de travailler sur cette question-là, parce que c'est un sujet qui m'habite depuis vraiment longtemps, le génocide, le mot génocide. Puis, en fait, il se trouve beaucoup de gens pour dénoncer l'utilisation de ce terme-là au Canada. Puis, je vous dirais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de bons arguments. Puis, je me pose sincèrement la question. Puis, je trouve que comme peuple, comme pays, tant qu'on n'aura pas reconnu qu'il y a eu génocide, il n'y aura pas de devoir de mémoire possible. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me pencher, mais je m'excuse, je n'ai pas la réponse à votre question. Il restait 2 questions derrière, je ne sais pas si on a le temps. Rapidement. C'était juste sur sur la solution finale ou des trucs comme ça. Il y a déjà en Algérie à la colonisation, en fait, en 1830, c'était dans les discussions. Et voilà, il y a des livres de, je sais pas comment ça s'appelle, la cour grand maison, etc., qui parlent spécifiquement de ça. Les écrits génocidaires sur l'Algérie au moment de la colonisation. Et après, il y a un livre qui s'appelle Exterminer les tous, il me semble, qui est très connu aussi, qui parle de toute la pensée génocidaire au moment de la colonisation au XIXe siècle. Voilà, c'était quelque chose de disparition des races inférieures, quoi. C'est quelque chose de très répandu, qui était très répandu dans les penseurs européens. Et voilà, sinon, c'est pas pour enlever l'utilisation du pensionnat comme une stratégie d'ethnocide ou génocidaire, mais en tout cas, le pensionnat, c'est une institution de soumission de l'enfance et de brutalisation et de soumission des campagnes qui a été appliquée, en tout cas en France. Toutes les campagnes françaises, elles ont été dominées et soumises par les pensionnats, et notamment parce que tous les parents, ils avaient été tués pendant la Première Guerre mondiale, 1870, tout ça, et enfin,
voilà, c'est pas une stratégie ethnocidaire, mais en tout cas, il y a une grande partie de la violence de la société française qui peut pas être comprise sans ça, quoi. Absolument. Je vais juste rajouter quelque chose parce que c'est important de faire cette mise au point. L'histoire du Québec a aussi été teintée par cet homme ignoble qui a été Maurice Duplessis, qu'on appelle aussi l'époque de la Grande Noirceur, et il y a même ce qu'on appelle les enfants du Duplessis, donc les orphelinats dans les années 50 étaient légion au Québec. Hein? Puis souvent, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais nous aussi, au Québec, là, arrêtez avec vos pensionnats, on l'a vécu, c'était dans l'air du temps, c'était comme ça. Oui, mais non, parce que le problème, c'est que nous, après ça, on retourne dans nos réserves. Vive là, pris là, entre nous. Il n'y a pas possibilité de peut-être rencontrer quelqu'un qui a vécu autre chose puis de voir autre chose. Tout ce qu'on voit tous les jours, tout le monde autour de nous sont fuckés par les pensionnats, puis on regroupe ces personnes-là, puis on les met dans des réserves des fois pas plus grandes que 3 km². 3000 personnes comme ça qui ont vécu des traumas. Donc, oui, mais non. Bonsoir. J'ai plus une remarque qu'une question, en fait, notamment par rapport aux réactions de plusieurs personnes de l'assistance. En fait, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous, ça va peut-être se transformer en question, ou dont vous avez l'habitude, mais de voir que soit ça nourrit d'autres réflexions, soit qu'il peut y avoir en fait des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet et qui auront tendance à relativiser ce que vous venez. Non, mais vous êtes un public formidable. Vous savez, des fois, il y a des commentaires auxquels j'ai droit. Là, je me dis, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont ici venus passer un message personnel. D'accord. Non, ça va très bien, ça va très très bien. Non, mais ce que je trouve formidable, c'est que le fait d'être dans un autre pays où vous êtes complètement éloigné de cette réalité-là, forcément, ça vous fait penser à vos propres problématiques chez vous, peu importe où vous venez. Donc, c'est correct. En fait, ce que ça dit du sujet, c'est qu'il est universel. Donc, c'est très bien, c'est correct. Mais... Merci. Alors, merci beaucoup, Kim. Ça me fait plaisir. Merci vraiment d'avoir été là. C'est formidable. Alors, je m'appelle Kim Obomsawin, je suis Abénaquise. C'est une nation autochtone présente sur le territoire du Québec depuis des millénaires. Ce soir, on présentait un de mes films que j'ai réalisé en 2016 qui s'appelle « Ce silence qui tue ». Ce silence qui tue, c'est un film sur les femmes autochtones assassinées et disparues au Canada. Donc, rapidement, en fait, c'est un enjeu très important dans l'actualité. On a découvert il y a quelques années qu'il y avait le chiffre officiel était de 1181 femmes autochtones assassinées et disparues au Canada depuis les années 80, mais maintenant on sait que ce chiffre-là serait au-delà de 4000. Donc vraiment, comme je disais, si on faisait la proportion en France, ça serait plus de 70 000 femmes françaises qui seraient actuellement portées et disparues ou assassinées depuis les années 80. Donc c'est énorme. Et malheureusement, personne ne veut en entendre parler tant que ça. Maintenant, c'est en train de changer. Et puis, c'est un peu l'objectif du film « Ce silence qui tue » qui était d'un peu jeter la base pour une compréhension mutuelle de ces enjeux-là qui sont vraiment complexes, donc qui demandent de comprendre les mécanismes derrière le colonialisme, 200 ans de colonialisme, qui demandent également de comprendre toutes les barrières systémiques, le racisme, toute l'histoire des pensionnats autochtones, donc le déracinement culturel, mais aussi la dépossession du territoire. Donc, tous ces facteurs mis ensemble ont contribué à fragiliser grandement nos peuples et surtout nos femmes. C'est vraiment les femmes qui ont pris le coup le plus dur et puis qui sont extrêmement fragilisées. Et puis, donc voilà, c'est à ça que sert ce film. Et puis, sur un plan plus personnel, c'est sûr que pour une femme autochtone, j'ai moi-même deux filles, donc 2 Abénaquises. Donc, je suis triplement concernée par le sujet. C'était vraiment un honneur pour moi de réaliser ce film-là, puis surtout d'avoir la chance de donner la parole à des femmes qui, normalement, en ont pas.
Donc, qui sont très reconnaissants d'avoir eu la chance d'enfin pouvoir raconter leur histoire, qui, pour la plupart, c'est des histoires de vie qui peuvent paraître terribles, mais pour elles, c'est vraiment des histoires de résilience, parce que c'est des femmes super fortes qui tiennent debout encore aujourd'hui, malgré toutes les horreurs vécues. Donc, je tiens à les remercier. Il n'y aurait pas eu de film sans elles, et puis leurs témoignages sont si importants. Ben, on me demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je pense que le film crée cette réaction-là, hein, une espèce de volonté urgente d'agir. Moi, ce que je dis toujours aux gens, le simple fait de s'asseoir puis de regarder ce film-là ou d'autres films ou d'essayer de s'éduquer, s'informer sur la situation, parce qu'une fois qu'on est éduqué ou qu'on est mieux connaissant, on peut ensuite en parler à d'autres et puis ça fait boule de neige parce que au final, on est victime surtout d'un silence et d'un tabou et d'un désintérêt général dans la population des enjeux qui nous touchent. Donc, moi, juste de voir une salle remplie comme ça à Paris, je trouve que c'est déjà beaucoup ce que vous avez fait. Merci. Bien, je pense que ce qu'on a vu ce soir, en fait, c'est que ça peut paraître éloigné ou on peut se sentir très loin de cette problématique-là quand on vit en France. Pourtant, tous les gens qui étaient dans la salle, ça a résonné chez eux. Tout le monde a fait des parallèles par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes vécu selon leurs origines respectives. Donc, je pense que c'est une histoire universelle, donc qui mérite d'être mieux connue. Et puis, pas oublier aussi que la France a un passé colonial en Amérique du Nord et puis que pour nous, les colonisateurs, c'est aussi les Français. Donc oui, il faudrait s'intéresser à la question. Michelle Cooks, elle est avocate d'inné, donc de la nation Navajo, et elle prépare actuellement un doctorat en sciences politiques à l'Université d'Arizona. Ce qui est intéressant, c'est que sa thèse aborde vraiment des questions actuelles qui peuvent faire le lien à la fois sur les luttes autochtones et nos propres luttes aussi actuelles en Europe, par exemple. Sa thèse porte sur à la fois les intersections entre les droits humains autochtones, le désinvestissement et le genre, donc aux États-Unis, qui sont trois problématiques imbriquées qui ne peuvent pas se penser l'une sans l'autre. Par ailleurs, elle est fondatrice du Water Protector Legal Collective, donc c'est un collectif qui a été créé par rapport à la mobilisation qui a eu lieu dans la réserve de Standing Rock, donc entre février 2016 et avril 2017, d'un côté du Nord, pardon. Et donc, il y avait énormément de criminalisation et de répression policière pendant cette mobilisation. Et donc, Michel a créé ce collectif pour récolter des fonds et subvenir aux besoins des prisonniers politiques et leur fournir une aide juridique. Donc, par ailleurs, comme vous avez pu voir dans la vidéo, elle est membre de WECAN, donc Women's Earth and Climate Action Network. Et donc, elle a créé une campagne de désinvestissement. Donc, la campagne de désinvestissement, ça vise à faire du lobbying auprès des banques pour qu'elles enlèvent leurs fonds des projets qui mortifèrent pour à la fois l'environnement et les peuples qui en dépendent. Et elle est ici aujourd'hui en Europe pour justement faire pression auprès des banques et aussi des assurances françaises et européennes, donc qui investissent dans tous ces projets à la fois racistes, qui sont véritablement une sorte de racisme géographique et écologique. Et donc aujourd'hui, elle va nous faire l'honneur de nous laisser entendre ses paroles dans le cadre de sa campagne Divest, Invest, Protect. Michelle Cook-Nishie, Honolach Nishlet Bilagana Basis Chin Tobahi Dashich Bilagana Dashanali. My name is Michelle Cook. I'm born of the one who walks around you clan of the Dene Nation, and this is how I identify myself as a Dene woman. Je m'appelle Michelle Cook, je suis née dans le clan de celui qui marche autour de vous, de la nation Diné, et c'est de cette manière que je m'identifie en tant que femme Navajo. I think in terms of Divest, Invest, Protect, I don't consider myself so much a lobbyist as a reality check and someone who's just merely delivering facts and truth.
And ultimately, I think one of the important things that we're doing is that we're not there to ask these banks to pity us. We're giving them a very clear warning that their time of dominating this earth is coming to an end. En fait, s'agissant de cette campagne Désinvestir, investir, protéger, je ne considère pas que je suis une lobbyiste, mais en fait, je fais un rappel à la réalité. Je me contente de transmettre des faits, la vérité. Et je pense que ce qui est important, c'est que nous ne demandons pas la pitié à ces personnes, mais que nous lançons un signal d'alerte et que nous leur faisons savoir que l'époque où ils nous dominaient est terminée. After the Dakota Access Pipeline, which was a pipeline that over 10,000 people fought in the heartlands of the United States of America, we were able to achieve within the Obama administration a halt to the pipeline. But yet, when the Trump administration came to power, within days, that easement was denied and the pipeline was allowed to go through and under the Missouri River. En fait, ce qui s'est passé au moment de la lutte contre le Dakota Access Pipeline, c'est que des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées au cœur des États-Unis. Et sous l'administration Obama, nous avons réussi à faire arrêter ce projet. Malheureusement, quelques jours après, à peine après l'arrivée au pouvoir de Trump, l'accord qui avait été trouvé a été rompu et donc les activités ont repris. But before that, since August 2016, I had to watch our people be abused. I watched and had to witness and document the dog attacks, the bite marks on the breasts of my peers, on the breasts of the women. Mais avant ça, ce dont j'ai été témoin à partir de 2016, ce sont toutes les attaques, les abus dont ont été victimes nos peuples. J'ai dû en être témoin, j'ai dû enregistrer toutes ces informations, les attaques de chiens, les morsures sur les seins des femmes. You know, I had to sleep wondering whether or not my friends would be murdered. J'allais me coucher en devant m'inquiéter de savoir si mes amis allaient être tués ou non. We had to watch as two of our precious Dene tribal members were injured. 2 membres de notre tribu Dene ont été blessés. And their eyes were blinded through the use of so-called non-lethal weapons by the police forces. Ils ont perdu la vue à cause de ce que l'on appelle des armes non létales utilisées par les forces de l'ordre. And so when that pipeline was going through, and also after the Trump administration, for me really, for my own healing and for my own wellness, I needed to know who paid for this. Et lorsqu'il s'est avéré que le projet de pipeline allait se poursuivre et avec ce qui s'est passé à cause de l'administration Trump, pour ma propre guérison, pour mon propre bien-être, j'ai dû savoir qui finançait ces projets. It was important that I had to see them. Je devais les voir. And that I needed to go where they thought they were safe. Et je devais me rendre là où ils pensaient être en sécurité. And that they had to see me. Et je voulais qu'ils me voient. And that whatever tears and whatever pain that I had to carry was no longer mine. Et je voulais qu'ils puissent voir que les larmes et la souffrance que je portais n'étaient plus uniquement les miennes. That all that violence and all that trauma that was given to us by their finance, we were going to take it back to them. Je voulais qu'ils puissent voir que toute cette violence, tous les traumatismes que nous avons subis en raison de leur financement, nous allions leur apporter. And so when I visit these banks, I leave that pain with them. I leave that suffering, I leave that trauma within the walls of their institutions. Alors quand je me rends dans ces banques, je laisse avec eux cette souffrance, cette douleur, ces traumatismes, je les dépose dans ces enceintes où ils se trouvent. And I think, on the very basic level, what we're doing is trying to change, financial laws. But I think on a much deeper level, what we're doing is really an exorcism of the system, the spirit of predation that has existed on this planet.
that has disconnected us from who we are, that has alienated us from our inheritance as sacred creatures, as sacred children of this earth. Et bien sûr, sur un niveau de base, ce que nous essayons de faire, c'est modifier les lois financières, mais à un niveau beaucoup plus profond, nous faisons une sorte d'exorcisme du système. Nous luttons contre cet esprit de prédation qui existe depuis trop longtemps sur cette planète et qui nous a déconnectés de notre identité, de qui nous sommes, ces enfants de la planète que nous avons reçus en héritage. And so, these meetings, I've learned a lot from these meetings. With this particular AGM, this annual general shareholders meeting, as we approached the building, I could see their snipers on the roof. J'ai énormément appris de ces réunions, et notamment de cette Assemblée Générale des Actionnaires. Lorsque je me suis approchée du bâtiment, j'ai vu les snipers sur les toits. And here we are, Indian women. What have we done? Et nous étions là, nous, femmes autochtones, et qu'est-ce que nous avions fait? Why do you need a sniper on our head? Pourquoi vous avez besoin d'avoir un sniper qui nous vise? What more did we have than my feathers and the pollen and the medicine? Qu'est-ce que nous avions de plus avec nous que des plumes et des produits médicinaux? And so, I went into that meeting with those guns on us, and so did all of those women. And, we were watched and we were followed by the security officers. Every time I went to the bathroom, I was followed. Every move I made, I was watched in that space. Et donc, nous nous sommes rendus à ces réunions alors que ces armes étaient pointées sur nous, ces femmes. Nous étions suivis partout dans le bâtiment par les forces de sécurité. Lorsque j'allais aux toilettes, j'étais suivie. Chacun de nos mouvements était épié. Because we had entered into the temple of their gods. Parce que nous étions entrés dans le temple de leur Dieu. Because money is the god of the colonialists. Parce que l'argent est le dieu du colonialiste. It has taken the place of the sacred. Il a pris la place du sacré. So now instead of chants, you hear corporate songs. Instead of seeing the sacred symbols of life, you see their corporate image. Maintenant, au lieu d'entendre des chants, on entend toutes ces louanges de l'argent. Au lieu de voir des symboles sacrés, nous avons toutes ces images liées à l'argent. This is a reverse prayer. C'est une prière inversée. And so, while I was in that meeting, I felt, a lot of people see that and they say, oh, you must be so brave. But we're only brave because we have to be. We're only brave because of necessity, because we have to. We have to. I had to. And even though I had, these men with guns following me, I had to meditate in there and say to myself, I'm going to do this, I can do this. En fait, de nombreuses personnes, quand elles voient ces images, se disent « Qu'est-ce que vous devez être courageuse ?» Mais en fait, nous devons l'être. C'est une simple nécessité. Nous devons l'être. J'ai dû l'être. Et lorsque j'étais là-bas, avec ces hommes armés qui me suivaient, je devais méditer et je devais me dire « Oui, je peux le faire. » And so I think what I'm trying to say there is that, everyone has moments where you're going to be confronted with something that you feel like you can't do. But you have to work through those fears to be able to take the steps that are going to be necessary to save this planet. Je crois qu'à un moment, nous sommes tous confrontés à quelque chose que nous pensons ne pas pouvoir accomplir. Mais il faut réussir à vaincre ces peurs, à avancer pas à pas pour pouvoir faire ce qu'il faut pour sauver notre planète. And so, I was the last person to speak at the AGM. And as soon as my first colleague was on the stage, the audience was hissing at us, was yelling and hissing at us. Immediately, as we entered the stage, despite the fact that there were more shareholders there who were speaking,
as soon as we got on the stage, we felt this wave of malice and hostility, and the meditation that was required in the face of that adversity was very difficult. En fait, lorsque mes collègues sont montés sur scène, le public nous a sifflé, hué, alors qu'il y avait beaucoup d'autres actionnaires qui ont pris la parole. Mais nous, à peine montés sur scène, nous avons ressenti vraiment cette vague d'hostilité et de malice, et la méditation qui a été nécessaire pour y faire face a été vraiment difficile. Because what the point is there is to knock you off your balance, to knock you out of your balance so that you can't communicate the truth. L'objectif étant de vous déséquilibrer, de vous perturber au point que vous ne puissiez pas transmettre votre message. But I understood what was happening, and through that meditation, through that prayer, I was able to maintain that calm center and to give them a message to hiss about. Et heureusement, j'ai compris ce qu'il se passait, et grâce à la méditation, grâce à la prière, j'ai été en mesure de trouver un calme intérieur, et je leur ai transmis un message qui leur donnait de bonnes raisons de nous huer. So, I think, the process of taking women into these institutions, I think, is its own act of exorcism, because I think the very presence of Indigenous women is an act of purification of these temples, of these temples of so-called Western civilization. Et en fait, je crois que le simple fait d'emmener ces femmes dans ces institutions est un exorcisme en soi, car la présence de femmes autochtones est un acte de purification dans les temples de cette soi-disant civilisation occidentale. Any Indigenous person, come on out. Do you want to share the... Come right on out. On vient de la même Confederacy, nous autres ici, de Wabanaki, in the Abenaki. Fait que nos nations sont réunies. On va faire ça ensemble. Mais je pense pas je vais tenir le microphone. Je vais essayer de le faire juste sans micro. Puis I hope you guys enjoy.
adult teenage Dan Gisuk Delia Halik Suk Hula Whiskey Ramu We Aheyo Merci. Let's go, DJ. Okay. DJ Knock on the ones and twos. Try to understand where I'm coming from. Reserve lands for my nation in the swamp. A slow death of a dying breed. On tough lands for us to grow our seed. Been ignored for way too long. While the government got to sing their song. A national anthem that celebrates the reasons that are wrong. For me to take a knee and protest their hypocrisy. Unfulfilled contract signed with me. From the beginning to eternity. A better life for my kids to see. The day we're treated properly or equally.
terrified of your punishment from your bullshit government, band council settlements, land claim embezzlements. While we're considered irrelevant to profit your establishment, my people caged in imprisonment for protecting environment. You'll be sorry when that money's spent from your resource development. You paved the long road of damnation. Destruction is your occupation. Long pipes of penetration into the lands of the First Nation. And we are not complacent. And we won't tolerate your violations. We ran out of patience. Respect your obligations to consult and accommodation. Violent implications without allowing you liberation from a standoff altercation. Continual preparations to end your environmental occupation. We'll always be here. On va protéger notre terrain, notre territoire, le terrain de nos ancêtres, le territoire de notre futur. Stand up, rise up, protect it now. Yeah. That's about land protection.